C'était super ce déj qu'on a fait. Ouais, très sympa, merci pour Merci à toi. le restaurant. Tu m'as eu, quoi. Ouais, c'est ça, petite surprise. Écoute, j'ai passé un bon moment. Ouais, moi aussi. Et on a commencé un peu à aborder les sujets qu'on voulait aborder pendant le podcast. Et puis je t'ai dit, arrête, gardons-en pour nos auditeurs. Du coup, je vais te présenter. Aujourd'hui, je reçois Serge Alleyn. Alors, on se connaît d'une ancienne vie, toi et moi. Tu es un serial entrepreneur. Je pense que tous les gens qui sont dans le monde de la tech depuis en France et même un peu aux États-Unis depuis un petit moment te connaissent. Enfin, en tout cas, de nom. Ça dépend d'où, mais oui. Ouais, et ces dernières années, tu t'es vraiment intéressé à la longévité, au début à titre personnel, et puis tu es allé beaucoup plus loin que ça, au point qu'aujourd'hui, tu es ce qu'on pourrait appeler un athlète de la longévité. Effectivement, le peu qu'on en a déjà dit pendant le déjeuner me fait dire waouh, t'es très en avance par rapport à la plupart des gens que je connais dans ce domaine, alors que c'est un domaine que je creuse depuis quelques mois. Donc, je suis vraiment ravie de te recevoir merci sur le podcast 108 m'accueillir. milliards. Peut-être commence, Serge, par nous dire un peu ton parcours de vie. Donc, je disais que tu étais serial entrepreneur. Tu as commencé comment et comment, en fait, on s'est dit qu'aujourd'hui, on voulait traiter plein de trucs. On va pas faire toute On va essayer. toute ta biographie, mais comment tu es arrivé à la longévité, si tu veux? Wow. Alors, d'un point de vue très simple, je me suis blessé. Donc, j'ai atteint un niveau de fragilité à un moment particulier dans ma vie, il y a à peu près 10 ans, où j'avais un business qui était un petit peu stressant. C'est un peu la nature entrepreneuriale, mais mon lifestyle, en fait, ma façon de manger m'avait affaibli. Je m'étais mal préparé, bref, j'ai pris des raccourcis. Et je me suis vraiment, très simplement, explosé le ménisque, donc droit, là, intérieur, juste en squattant. D'accord. Pour m'occuper de ma fille dans la salle de bain à l'époque. Donc un geste anodin m'a complètement explosé le truc. Et en fait, j'ai cru que c'était juste déboîté bêtement. Enfin, je me suis dit, je vais juste me reboîter comme dans les films américains. Mais non, en fait, non, c'était pas une blague. C'était vraiment cassé. Donc béquille, tout ça, jusqu'à l'opération. Je me suis fait opérer. À l'époque, j'étais à Londres. Donc, il y a 10 ans, tu avais quel âge? C'était il y a 35 ans. D'accord, tu avais 35 ans. 36, Ok. ouais. Et ça, c'était... donc ça a été... Donc j'ai eu la chance juste que ça soit mécanique, hein, c'était pas une maladie grave, etc. Souvent, il y a un précurseur comme ça qui plante la graine chez les gens pour prendre soin de leur santé. Mais j'ai quand même fait le processus inverse de comprendre comment j'ai pu m'affaiblir aussi, parce que bon, j'ai toujours été sportif, etc. En très peu de temps, je me suis senti vraiment fragile au point de craquer comme ça. Oui, craquer, comme tu dis, sur un geste anodin. Ouais, vraiment. Genre pas... En squat, hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours micro-appréhension quand je squatte, même si finalement, je squatte souvent pour le sport. Et donc, du coup, j'essaie de comprendre d'où était venue cette fragilité pour me dire plus jamais, je vais essayer de reprendre ça en main, d'étudier, de pratiquer, d'être dans l'itération, l'expérimentation, pour être vraiment fort dans toutes les facettes de la force, pas seulement le muscle, etc., mais vraiment la force mentale, cognitive, métabolique, au sens large. C'est comme ça que tu y es arrivé. Et du coup, au départ, quelles sont les premières choses que tu as découvertes? Parce qu'il y a 10 ans, c'était pas encore à la mode, en tout cas pas en Europe, tout ce qui est longévité. Concrètement, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as mis en place au début? C'était un cheminement un peu pas facile parce que j'étais face à des formes de paradoxes. C'est-à-dire que j'étudiais beaucoup la littérature scientifique, je suivais beaucoup de biohackers qui étaient un petit peu avant-gardistes pour l'époque, donc il y a à peu près 10 ans. Et en fait, notamment sur des trucs comme la douche froide, la respiration, Wim Hof, j'ai commencé à cette époque aussi. On a fait un super épisode avec Caroline Hardy. Ouais, c'est extraordinaire le pouvoir de la respiration. Ouais. Donc je me suis même bluffé parce qu'en fait, la première fois que j'ai fait cet exercice-là, pour donner une petite anecdote, à la fin de la première étape de respiration, je suis resté en apnée 3,5 minutes. 3 minutes 30 secondes. Alors que je suis nul en apnée. Enfin, je veux dire, 45 secondes, je suis déjà en train de stresser de fou. Et là, je me suis vraiment surpris. Je me suis dit, mais la puissance de la respiration. Et en fait, dans mes recherches de douche froide, machin, le froid, etc., j'ai commencé, en plus, c'était à Londres, donc la campagne londonienne. À l'époque, c'était vraiment froid. Et j'étais un peu dans une forme de souffrance, de sorte de
pas de masochisme, mais vraiment enfin, j'avais des doutes au bienfait de ce genre de pratique, mais j'ai persévéré, j'ai continué, puis j'ai commencé vraiment à sentir une sorte de vigueur, de très forte énergie à la sortie de ces douches froides. Donc, tu as commencé par les douches froides. J'ai commencé par les douches froides, mais non, ça c'était un petit peu, oui, plus ou moins par les douches froides, mais un petit peu avant, le jeûne intermittent. Okay. Et donc j'ai énormément étudié en fait la littérature en me disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Comment on peut ne pas perdre du muscle, comment on peut avoir autant d'énergie ou juste durer, etc. Même s'il y avait... parce qu'on était au tout début, en fait, notamment du prix Nobel qui expliquait l'autophagie, ce genre de choses. Oui, lui, c'était en 2016. 2016, donc moi, voilà, c'était plus ou moins... C'était vraiment tout frais. Ouais. On commençait vraiment à effleurer ce genre de sujet. Et toi, à la base, sujet. t'es quand même assez sceptique de ce que je comprends. Oui. Non, j'ai besoin d'avoir de la preuve. Donc c'est sûr que la théorie, c'est une chose, il faut pratiquer, in fine, ça c'est obligatoire. Mais tu te crées tes petites défenses avant de sauter du pont. Et ça a vraiment commencé... Donc il y avait la douche froide et puis il y avait vraiment le jeûne intermittent qui était très très contre-intuitif pour moi parce que j'avais repris du sport pour les raisons que j'ai évoquées, enfin le renforcement, tout ça, et puis j'avais de la performance, je voulais vraiment rester au top de ma forme et je voyais pas comment ne pas manger pendant un certain temps pouvait garantir cette performance, le maintien du muscle, blablabla, etc. Et donc ça, c'est là où j'ai commencé vraiment à expérimenter le jeûne, dont je suis absolument fan. Enfin, c'est une pierre angulaire en fait de ma stratégie, si je peux appeler ça, de longévité. Ouais, et pareil, je t'ai dit qu'on avait fait un super épisode là-dessus, mais je t'ai dit, mais ravi d'en reparler parce que c'est tellement important. Et ce qu'on s'est dit là, juste sur le chemin, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est tellement accessible, entre guillemets, et qui a des vertus. Tu m'as sorti d'ailleurs quelque chose de très intéressant sur le jeûne intermittent par rapport aux protéines. Oui, c'est qu'en fait, en effet, donc il y a plein de bienfaits, réduction de l'inflammation, les hormones de croissance, le pouvoir de créer plus en fait d'énergie. On n'en a pas parlé de ça, mais ça, je peux en parler quelques mots, en toucher quelques mots. Mais il y a en effet, à un certain moment où on ne mange pas, on va dire à 18 heures par exemple, se produit un mécanisme qu'on appelle l'autophagie, qui est notamment dans la littérature du prix Nobel en question. Qui va recycler les tissus endommagés, défectueux, cancéreux en de nouvelles protéines fonctionnelles. Donc le paradoxe est celui-ci, c'est que ce nombre de protéines, ce grammage de protéines équivaut entre 15 et 25 grammes de protéines recyclées sans avoir besoin de manger. Bien sûr, on a besoin de manger pour nos apports divers et protéiniques aussi. Oui. Mais il y a 25 grammes, jusqu'à 25 grammes, on va dire, pour 18 heures de jeûne intermittent, qui ne sont pas nécessaires d'aller chercher par la nourriture. C'est exceptionnel. Et c'est l'équivalent, énorme, en fait, c'est beaucoup parce que c'est l'équivalent de 3 œufs moyens, de 100 grammes de steak, 250 grammes de tofu. Oui, donc d'une vraie dose de protéines. Une portion. Donc c'est le côté très contre-intuitif qu'on a dans le jeûne qui n'est pas celui-ci, puisqu'il n'y a pas que celui-ci. Il y a aussi l'hormone de croissance. Pourquoi, quand je ne mange pas, je sécrète jusqu'à 1500% d'hormones de croissance, alors qu'il n'est pas qu'une hormone pour croître, mais aussi pour protéger l'intégrité des cellules, donc elle dure moins longtemps. Oui, et du cerveau. Du cerveau, etc. Donc c'est assez... je pense que c'est un design naturel qui, d'ailleurs, existe dès qu'on naît. Quand on naît, les gens l'oublient ou ne le savent pas, c'est que quand on naît et qu'on est allaité, particulièrement, pour garder ce métabolisme, le nouveau-né crée son énergie sur ses tissus adipeux, les tissus, les graisses en fait. Donc il est en cétose. Voilà, c'est ça. Il va chercher, il n'y a pas forcément une abondance de glucose comme par le régime alimentaire, mais il va puiser son énergie et dériver des substrats énergétiques dont on peut parler pour créer, pour vivre en fait, pour nourrir ses cellules, ses fonctions vitales, etc. Et ça, plus on vieillit, plus on va être dans une bivalence métabolique, on va switcher du sucre aux graisses, d'accord, glucose aux tissus adipeux et acides gras. Un enfant de 8 ans va switcher en 4 heures, il passe du glucose au tissu adipeux. Et puis, plus on vieillit, plus ça va être 16, 18 heures. Les femmes sont légèrement avantagées. C'est plutôt 16 heures pour les femmes, 18 heures pour les hommes. Mais en réalité, switcher de métabolisme, quoi. Voilà. Entre le métabolisme dont le combustible principal est le glucose et le métabolisme dont le combustible principal est le gras.
C'est ça. Et que moi, ce que j'avais vachement digué quand j'avais fait l'épisode sur le jeûne, c'était ce qui est intéressant, c'est justement le switch métabolique. C'est pas de rester tout le temps dans l'un ou dans C'est le l'autre, cycle. c'est de switcher. Ouais, c'est ça. Il faut cycler. Ouais. C'est pour ça qu'on casse un jeûne. Il y a des stratégies pour casser proprement le jeûne et pas avoir les effets inverses, pas forcément idéal. Mais c'est en effet un cycle. Et c'est ce cycle qui maintient une bivalence métabolique. En fait, pourquoi la nature nous a donné deux métabolismes dont un est sous régime en fonction de comment on mange, alors qu'on peut avoir une résilience métabolique, encore une fois, produire de l'énergie, parce que, pour donner un ordre de grandeur, quand on switch son métabolisme sur les graisses, on va produire, pour une molécule d'acide gras qui vient des graisses, on va produire 130 molécules d'ATP. Donc ATP, c'est l'énergie, c'est la monnaie d'échange en fait énergétique pour faire fonctionner les organes. D'accord ? Il n'y a quasiment rien d'autre que l'ATP pour fonctionner. Et ça, c'est créé par les mitochondries, dont on pourra reparler. Ah oui, tu m'as dit qu'il fallait absolument qu'on parle des mitochondries. Ouais, c'est vraiment le cœur du réacteur. Il faut que les gens s'éduquent là-dessus. S'ils ne le savent pas, c'est vraiment fondamental pour pas juste faire ce qu'on leur dit de faire, mais qu'ils comprennent en fait le sous-jacent. Pour une molécule d'acide gras, on va créer 130 molécules d'ATP versus une molécule de glucose, 30 ATP. Donc on a un facteur 4+. C'est énorme. Okay. En sachant que, pour donner un autre ordre de grandeur, les réserves disponibles de glucose et glycogène dans le foie, dans les muscles, qu'on stocke tous les jours quand on recharge, c'est, on va dire, 2000 calories pour un homme, 1500, 1800 pour les femmes. Les réserves disponibles de graisse, si on devait donner un chiffre en calories, c'est 100 000. Ah oui, donc ça n'a rien à voir. C'est un facteur 40-50 facile. Donc c'est très important de passer un peu de temps en cétose dans nos journées. Il faut cycler, il faut toujours. C'est pour ça qu'on a toujours une masse graisseuse qui varie entre 10 et 20, 25. Bon, il y a plus d'obésité maintenant, mais je précise aussi que les graisses stockent les toxines. Donc c'est très important de cycler ces graisses-là pour évacuer les toxines. Les resets de retraite de jeûne, qui sont autre chose que l'intermittence, permettent ça par ailleurs, en plus de nettoyer en profondeur par l'autophagie qu'on a mentionné. Ok. Donc si on revient un peu à ton parcours, toi, donc, les deux pierres angulaires que tu découvres et que tu étudies, que tu mets en pratique quand tu décides de te renforcer, de renforcer ton immunité, ta force, etc., c'est les douches froides et le jeûne. Ouais, le jeûne, douche froide, le sport, enfin l'activité sportive, le sommeil aussi, physique, j'imagine. Le sommeil, je suis pas à ce moment-là à fond. D'accord. Je suis pas assez éduqué à ce moment-là, je pense. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Il y a toujours énormément d'améliorations à faire autour du sommeil. Quand est-ce qu'on arrête de manger, quand est-ce qu'on se couche. Il y a le chronotype, il y a plein de théories. Donc ça, c'est un de mes focus, notamment de cette année d'amélioration. D'accord. Je suis déjà pas trop mal, mais je ne suis pas vraiment sur l'excellence. Ok. On reviendra après du coup sur ton parcours. Donc, tu dis c'est hyper important que les gens s'éduquent aux mitochondries, au fonctionnement cellulaire basique finalement. Si tu devais nous faire un mini-cours sur qu'est-ce que c'est les mitochondries, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache. Parce que moi j'aime bien dire la connaissance de soi. Donc nous on est très dans nos têtes à se connaître ces mécanismes inconscients, mais déjà à quel point est-ce qu'on connaît le fonctionnement basique de notre corps, quoi. Ouais. Donc on connaît la cellule, mais on connaît souvent moins ce qui compose la cellule, notamment les mitochondries. Donc les mitochondries, c'est des formes de bactéries, on va dire. On est un hôte. On accueille aussi du microbien dans la flore intestinale, tout le microbiote. Donc il y a eu pas mal le vent en poupe ces dernières années. Mais il y a les mitochondries qui sont ces organelles, ces organes au sein même des cellules. Donc il faut savoir qu'il y a des centaines, voire des milliers de mitochondries dans nos cellules. Dans chaque cellule. Ouais. Donc il y a plus de mitochondries que de cellules. Elles sont responsables du métabolisme au sens large, de la production d'ATP, entre autres, en fonction de qu'est-ce qu'on mange, les nutriments, les acides aminés, l'oxygène naturellement, le glucose, mais aussi en fait l'oxydation des corps gras, en fait, qui vont permettre plus de production d'ATP dans le cycle qui rappellera certains cours de sciences naturelles. Donc ça, c'est essentiel à la vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est cette énergie-là qui est produite par le cœur du réacteur, qui est la mitochondrie, qui va permettre à la fois d'avoir soit une plus grande quantité de production d'énergie, qui va forcément permettre plus de résilience, parce que si moi j'ai un stress exogène, ou un stimuli, je vais pouvoir aller taper dans cette réserve qui est plus grande, et parfois une meilleure versatilité de la production d'énergie qui fait que je suis plus flexible, je suis plus adaptable.
Donc ça, c'est vraiment essentiel de comprendre ça parce que dans notre vie au quotidien, il y a beaucoup d'inflammation, il y a un système immunitaire, il y a des fonctions vitales, cérébrales, cognitives, et donc il faut les nourrir systématiquement. Donc on a un rapport direct entre la production d'énergie et le fixe en fait de ces fonctions vitales ou inflammatoires, parce qu'on est le sujet de son propre environnement. On est attaqué, micro-attaqué au quotidien. Donc, on s'attaque nous-mêmes par nos pensées, nos émotions. En plus, etc. Et donc, ce que j'entends là, c'est que finalement, la quantité d'énergie disponible pour fonctionner ne dépend pas que de ce qu'on mange, dépend du bon fonctionnement de nos mitochondries, qui vont finalement, donc ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, et qui vont quelque part synthétiser tout ça et produire une certaine quantité d'énergie. Ce que j'entends, c'est que on va peut-être, toi et moi, manger exactement la même chose, mais si nos mitochondries ne fonctionnent pas pareil, chez toi, ça va générer 100 ATP, chez moi, ça peut générer 80 ATP, par exemple. Est-ce que c'est ça ? Alors, si on mange... Alors oui, probablement, je ne connais pas Oui, mais c'est juste, les chiffres ne sont pas les bons, mais c'est juste pour dire il y a une différence de... Dans l'idée, oui, parce que si il y a une meilleure résilience de la mitochondrie, parce qu'on va dire qu'elle a été entraînée, adaptée à faire face à des stimuli qui sont, on va dire, qui ont un stress hormétique, c'est-à-dire qu'en fait c'est un signal mais qui n'est pas chronique et qui permet l'adaptation. Alors elle pourra mieux durer parce que elle sera mieux protégée, elle aura peut-être une meilleure perméabilité, mais une meilleure intégrité, on va dire, et donc elle durera plus longtemps. Il y a un élément très important aussi qu'on ne connaît pas forcément sur la mitochondrie, qui est des signaux qui vont lui permettre en fait de se diviser. C'est ce qu'on appelle le découplement de la mitochondrie, uncoupling. Et en fait, ça, c'est en fonction de certains polyphénols, certains stress hormétiques, donc typiquement le froid va permettre en fait cette division en fait mitochondriale qui va permettre de décharger le traitement de la charge, enfin le traitement de la tâche. Donc si j'ai une tâche X et que j'ai une unité de mitochondrie, si j'ai le bon stress ou la versatilité, la résilience en fait de la mitochondrie à se diviser, elle peut se diviser en 10 et l'unité, le workload en fait de 1, enfin de X, sera divisé par 10. Comme si elle se démultiplie. Elle se démultiplie, mais vraiment littéralement. Ouais. Et donc du coup, elle va pouvoir durer plus longtemps puisqu'en fait, elle divise par 10 la charge ou par N. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, et c'est le lifestyle, c'est ce petit stress hormétique qui va aller chercher le stimuli d'adaptation. C'est pas pour être dans du chronique, le stress peut être très positif lorsqu'il n'est pas chronique. Le découplement, le uncoupling, il permet aussi en fait de libérer plus rapidement de la chaleur, de la thermie, puisqu'en fait c'est aussi pour ça que les nouveau-nés produisent de la chaleur très rapidement, parce qu'en fait ils ont beaucoup de graisses brunes, dont on parlait rapidement tout à l'heure. Et les graisses brunes, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une plus grande densité de mitochondries dans les tissus adipeux. D'accord. Et elles permettent aussi de dégager de la calorie ou de la thermie très rapidement et donc se réchauffer. C'est aussi pour ça que les douches froides permettent de créer de la graisse brune. De créer de la chaleur plus rapidement. Parce qu'à un moment donné, il faut se réchauffer. Comme par hasard, oui. C'est par hasard. Et donc... Très concrètement, aujourd'hui, après, tu m'as envoyé un super document. Si je ne sais pas à quel point il est public, mais si demain, on pourra peut-être le mettre en pièce jointe de l'épisode pour les auditeurs. Mais tu m'as envoyé un peu la façon dont toi, parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes aussi des entrepreneurs à quelque part, je ne vais peut-être pas bien expliquer, tu le rediras avec tes mots, mais à reset un peu différents domaines de leur vie. Et ça va très loin. Ça va du métabolisme, de la santé physique, de la santé mentale, à l'environnement, où est-ce que je vis, où est-ce que je dors, où est-ce que je travaille. Enfin, il y a énormément d'éléments dans ta grille. Et dans cette grille-là, tu as un peu mis pour les beginners, pour les médiums et pour les gens avancés. Si on va commencer par les beginners, si le bénéfice qu'on cherche, c'est quelque part prendre soin de mes mitochondries, c'est quoi les 3 actions prioritaires selon toi ? Alors, pour moi, c'est sans aucun doute l'eau, le jeûne intermittent, l'eau et l'air, on va dire. Mais l'eau, particulièrement, on pourra en toucher à quelques mots, parce que c'est direct, ça parle à tout le monde. On va juste après les 3, on plonge dans l'eau, parce qu'effectivement, on s'est dit que c'était trop important, en plus, c'est beau. C'est le cas de le jeûne intermittent, parce qu'en fait, c'est gratuit, on l'a dit, mais c'est surtout... il y a très peu de contre-indications. Il y en a, les femmes enceintes, des gens qui ont des pathologies un petit peu complexes, mais
à la louche, moi je suis pas médecin, mais à la louche, 90% plus des gens peuvent vraiment pratiquer. En tout cas, ils peuvent faire leur propre expérience. Oui. Souvent, le jeûne intermittent est pratiqué sans le savoir. Je veux dire, 14-16 heures, on dort, on skip. On ne mange pas le petit déjeuner. À midi, c'est fini. Oui, c'est déjà du jeûne intermittent. Ouais. Exactement. Donc ça va très vite. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils sont en bonne santé, ils fument, mais en fait, ils se nettoient un petit peu. Bon, ne fumez pas quand même. Voilà, c'est sûr. Donc il y a ça, il y a la gestion du stress. Donc ça, je pense qu'on va aller chercher à la fois une résilience mentale à se détacher peut-être de la condition du moment présent et à essayer de relativiser comme si on imaginait que notre vie était une simulation et qu'on pouvait à tout moment poser en fait la manette de la console ou éteindre la télé. D'accord. Donc ça, c'est des outils de respiration, mais même de gestion émotionnelle, tout ce qu'on peut mettre derrière coaching, thérapie ou gestion respiratoire. Respiration, c'est un très bon point. C'est le breathwork, pour moi... pareil, comme le jeûne, pour moi, c'est un outil qui est gratuit, à notre disposition, qui est incroyable. Quoi. Non, c'est très, très, très puissant. Et qu'on ne nous apprend pas. Limite, on désapprend. Parce que les enfants, ils respirent comme il faut. Notamment avec le ventre, abdominal, tout ça. Et puis nous, parfois, on désapprend. Et puis après, on paye des cours de yoga hyper cher pour réapprendre la fonction la plus vitale et la plus basique. Et c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, je regardais un sujet très intéressant sur le diaphragme. Et le diaphragme, en fait, est un muscle finalement très sous-estimé, qui est au cœur d'une efficience respiratoire qui permet de se mieux énergiser. Et tu as des exercices d'entraînement du diaphragme qui peuvent même te créer des courbatures. C'est très rare, en fait, parce qu'il est complètement sous-sollicité. Et comme il est au cœur de tous les fascias et toutes les interconnexions... et les organes. Les organes, ça va même très haut, de haut en bas, que quand tu arrives à avoir, en fait, un diaphragme... souple. En fait, tu as comme une forme d'œuf qui crée une sorte d'absorption du choc. Alors que normalement, tu es une sorte de cage un peu rigide et en fait, tu crées tes propres tensions et forcément, le corps compense. Donc, il va devoir trouver des mécanismes un peu smart pour coexister. Donc, il y a ce sujet, la respiration qui crée en fait ce mouvement d'énergie, on va dire, peut-être aussi beaucoup plus holistiquement travaillé par le diaphragme lui-même. Complètement. Mais là, pendant que tu le disais, naturellement, j'ai commencé à faire un truc qu'on fait dans mon cours de Rose Méthode, là, ma pratique de yoga et de méditation, où en fait, je bouge le ventre. Et ça masse les organes. Hein. Nous, c'est un Kriya, donc c'est un truc de purification. Mais c'est pour ça que ça a toujours existé, la respiration de toutes les civilisations, les trucs. Exactement. Et les standards ont bougé, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on estime quelqu'un qui est en bonne santé entre 12 et 15 respirations par minute, alors qu'avant, c'était de 9 à 12. Et on est plutôt vers... au-dessus de 15. Moi, par exemple, je suis 14-15, donc j'ai un travail à faire, par exemple, sur ce genre de... de ralentir, en fait. De ralentir. Plus c'est rythmé, plus c'est lent, plus c'est... Oui, bien sûr. Plongeons dans l'eau. L'eau. En plus, c'est un sujet, je me suis dit, en 2025, j'ai envie de le creuser. Et je savais pas... Enfin, voilà, tu sais, tu dis, un jour, il faudra que je creuse. Et tu commences à m'en parler. Je me dis, j'ai trouvé l'interlocuteur idéal. Alors, l'eau, il y a plusieurs choses. Il y a le côté vraiment évident de la chose, pour certains d'entre nous, qui est la pollution de l'eau. Donc, le truc de base, c'est que l'eau qui est dite potable à la sortie du robinet, c'est parce qu'elle sort de la centrale de purification qui respecte des normes de validation, de tests, que ce soit des produits chimiques, des bactéries, des métaux lourds, pour savoir que le dosage respecte une norme ne pouvant pas mourir en fait dans la même journée ou d'une grosse diarrhée, etc., d'une fièvre atroce, etc. En fait, quand on dit que l'eau est potable, c'est qu'elle ne va pas nous tuer dans la minute. C'est ça, ou dans la journée. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de nous tuer à petit feu. Absolument pas. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que, en tout cas en France, on va aller, les critères de test, si je ne dis pas n'importe quoi, c'est entre 63 molécules, différentes substances qui sont testées, pour savoir c'est OK ou c'est pas OK. 63. C'est pas beaucoup. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est rien du tout. Il y a des milliers et des milliers de molécules qui sont connues comme étant nocives, que ce soit des dérivés, des déchets de l'industrie pharmaceutique, des pesticides, des microplastiques, j'en passe, toute l'industrie chimique, qui sont dans l'eau.
et dont on ne sait même pas les nettoyer d'ailleurs. D'accord ? Donc, en fait, on ne rajoute pas à la liste. C'est pour ça qu'on ne les teste pas, parce qu'on sait Exactement. pas les nettoyer. Ouais. Parce qu'en fait, on serait toujours au-dessus d'un critère un petit peu alarmant, etc. Donc, bon, il n'y a pas que ça. Donc, il y a aussi le fait qu'on ne sache pas. Donc, l'eau, inévitablement, qu'on va boire, contient des toxines, peut-être en très faible quantité, mais qui vont s'accumuler inexorablement. C'est juste une question de temps. Il ne faut pas croire que l'eau est... Je ne vais pas dire saine, mais on ne va pas croire que l'eau est pure. C'est absolument impossible pour cette raison-là. Mais la deuxième raison qui est extrêmement importante, c'est que l'infrastructure qui délivre l'eau, les tuyaux, en fait, tout simplement, les canalisations sont extrêmement vétustes. Elles ont été créées, installées pour beaucoup d'entre elles il y a des dizaines d'années. Et donc, elles sont en dégradation. Les tuyaux eux-mêmes, en fait, se désagrègent. Donc, tu as les composants métaux lourds qui se retrouvent forcément résidus dans l'eau en question, dans ton robinet. Mais comme tu as aussi des trous dans ces mêmes canalisations, tu as des impuretés, des produits par le drainage de la pluie dans les terres et qui vont drainer tous les produits chimiques des champs, de n'importe... Oui, nos nappes phréatiques sont... Nappes phréatiques, pesticides, microplastiques, en veux-tu en voilà, vraiment, ça rentre dans les tuyaux et en fait, ça arrive chez toi. Donc, forcément, c'est plus ou moins dramatique en fonction des régions, mais en France, on n'est pas exclu non plus. Donc ça, c'est pour moi catastrophique. C'est-à-dire que... C'est clair, là, je suis en panique. J'espère que tu vas nous donner des solutions après. Voilà, parce que ça, nous, on est optimistes, on aime bien les trucs constructifs. Mais c'est vrai que c'est important de savoir pour au moins agir en fonction. Oui. Mais je pense qu'il faut être conscient de ça. Okay. C'est le début du processus. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, très basique, pollution environnementale, d'accord ? L'autre élément fondamental de l'eau, c'est que l'eau est vivante. Normalement, elle vient de la source, elle a cheminé, elle s'est chargée de l'énergie de la nature. Il y a des vortex qui se créent, elle se charge avec les minéraux et le potentiel électrique, enfin ionique. Donc l'eau, normalement, qu'on ingère, elle est censée être vivante, dans le sens où elle est chargée, elle a un potentiel d'oxydoréduction, on appelle ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle a des ions négatifs qui vont, par son état chimique, créer des réactions positives dans notre corps. C'est-à-dire qu'elles vont réduire les radicaux libres, qui sont grosso modo des molécules un peu errantes qui vont abîmer notre corps et qui peuvent se fixer par finalement un état biochimique qui compense le dommage et qui neutralise, entre guillemets, cette réaction chimique. Et l'eau qu'on boit, qui sort du robinet, est morte, puisqu'elle n'est pas vivante. Elle s'est complètement vidée de son énergie, entre guillemets, vitale. Je précise que l'eau est un substrat, pas un substrat, mais un solvant universel. En fait, l'eau est un proxy qui permet la conduction, le transport d'une vibration. C'est un médium qui conduit la vibration et qui, en ce sens, conduit une information. La vibration, c'est une information, l'information, c'est une vibration. C'est l'eau qui est la mémoire de ce que nous sommes. L'eau est partout, dans les fascias, dans le liquide, dans le sang, dans le machin, mais dans toutes les... Et donc, c'est elle qui capte l'information. C'est bien où je vais t'emmener après, quand tu me parles de tout ça. Ouais. Mais on va rester sur l'eau, on va y aller tranquille. Donc, mais c'est vrai que c'est une phase intermédiaire pour parler peut-être un peu plus subtile. Ouais. Il faut comprendre ça, que l'eau contient l'information qui permet donc il y a le côté biochimique qui permet vraiment d'aller fixer des radicaux libres et en même temps protéger l'ADN, les mitochondries, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a des réactions chimiques avec les ions, notamment si on prend de l'eau hydrogénée, qui sont eux-mêmes ionisés, qui créent l'eau un peu plus alcaline. Il va y avoir des bénéfices, même pour le microbiote d'ailleurs, mais aussi forcément sur l'intégrité, la perméabilité en fait de nos fonctions cellulaires. Donc ça, c'est essentiel, mais en effet, il y a ce côté plus subtil d'aller réénergiser, de recréer une forme d'information dans l'eau qui a été dénaturée par ces cycles d'épuration, etc. Les canalisations qui sont complètement vétustes, le chemin. Là, en fait, on pourrait avoir une image, c'est de se dire, si l'eau était un être vivant, un animal, machin, que ça vit depuis...
Même, on va pas aller trop loin, mais juste les 3 derniers mois, c'était station d'épuration, canalisation et tout. A priori, quand ils sont dans notre verre, c'est pas sexy. Si c'était un être, peut-être qu'il est encore vivant, mais s'il est encore vivant, il fait la gueule, quoi. Il est triste. Il est pas... Donc on ingère de la tristesse. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de vue d'esprit là-dessus comme ça. Alors c'est vrai que les solutions pragmatiques pour vraiment enlever les polluants vont pas rendre l'eau plus gaie, puisqu'en fait, soit on prend donc des filtres à eau, donc il y a l'osmose inversée qui va vraiment filtrer en profondeur. En gros, c'est une sorte de décantation de l'eau pour un 2 litres. Moi, j'ai 1 litre potable. Qui enlève les métaux lourds. Ça enlève tout. Les trucs. Ça enlève vraiment tout, y compris les minéraux qui sont inorganiques, organiques, et qui sont positifs, qu'on a dans l'eau. Positif, pas pour l'inorganique, parce que c'est pas très biodisponible. Pour l'organique, oui, mais dans l'eau, il y a quand même pas énormément de minéraux. D'accord. Donc, c'est pas idéal. Si on a une bonne alimentation, comme on disait tout à l'heure, qui est variée, qui est minéralisée, qui est vitaminique et qui a des nutriments. Plein de légumes, de fruits. C'est varié, etc., que c'est pas processé et que on le fait idéalement soi-même. C'est pas très grave si on prend pas de l'eau qui a perdu ses minéraux. Voilà, notamment quand c'est bio, parce que quand c'est bio, il y a forcément plus de disponibilité de nutriments. Puisque comme on a assisté chimiquement, quand on met des pesticides, on assiste la plante et elle n'a pas besoin de se défendre pour créer et puiser dans le sol. D'accord. Donc forcément, il y a un rapport de 1 à 100 pour certaines variétés de légumes et de fruits. Oui. Il faut 100 patates, 100 oranges, 100 pommes de terre, pommes à croquer, non bio pour avoir la même densité nutritive qu'une c'est catastrophique. Hein. C'est pas le même rapport 100, mais il y a vraiment du 20 à 100, c'est complètement fou. Après, il y a bio et pas bio, donc ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, c'est que l'osmose inversée enlève tout. Donc au moins, on est sûr de ne pas avoir de polluants à 99,99%. Mais ça rend pas l'eau vivante. Ça rend pas l'eau vivante. Donc l'eau vivante, c'est très bien si par exemple cet été on part en randonnée en montagne et que là il y a une source et qu'on boit, là l'eau elle est vivante. Alors l'eau elle est vivante, mais tu sais pas s'il n'y a pas une bête qui est morte un peu plus haut du torrent et que du coup il y a des contaminants. Oui. Donc c'est 2 sujets différents. Est-ce que l'eau est polluée et est-ce que l'eau est vivante ? Oui, exactement. Donc il y a des appareils qui filtrent, pas comme de l'osmose inversée où tout est passé au crible. Donc ils laissent forcément des substances et notamment les minéraux, donc ça marche très bien, hein, ça dépend des filtres en fait, mais qui vont hydrogéner et qui vont créer ce potentiel de réduction hydroxyde, je mélange avec l'hydrogénation. Potentiel d'oxyréduction. D'oxyréduction, voilà, merci. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait cette aide à la production dans les mitochondries d'ATP, entre autres. Et de fixer les radicaux. Raviver de l'eau en hydrogénant. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il va se passer une électrolyse en fait, de l'eau par un système technologique qui existe dans ces appareils électriques qui vont créer artificiellement cette énergie dont nous avons besoin, ce potentiel de réduction oxydative pour notre métabolisme. Voilà. Après, il y a aussi d'autres formes plus subtiles de réénergisation de l'eau par des pierres qui contiennent notamment certains quartz ou cristaux, qui sont des pierres qui ont des potentiels à charger énergétiquement au sens physique du terme, par des ions et co, pour que justement la vie réopère. Et ça, c'est quoi? Tu mets les pierres dans l'eau? Dans l'eau, autour de l'eau. Il y a même des devices, des appareils qui, au sein de leur système électronique ou technologique, ont des pierres. D'accord. Alors là, tu sais que, a priori, et c'est pour ça qu'on va aller vers la suite de cet épisode, il y a plein de gens, quand tu leur dis que tu vas mettre des pierres à côté de l'eau pour la réénergiser, ils disent « Oula, où est-ce qu'on va ?» Bien sûr. Et bon, on en a un peu parlé avant l'épisode et tout ça. En fait, petit à petit, s'intéresser à la longévité, etc., comme par hasard, quand tu disais l'eau a aussi, c'est porteur d'une vibration, donc d'une information, donc la mémoire, enfin, il y en a plein qui parlent de la mémoire de l'eau, et ça paraissait un peu surréaliste pour beaucoup. En fait, toi, tu adhères à tout ça. Alors qu'à la base, tu es un énorme sceptique. Oui, très, très sceptique. Raconte comment tu t'es ouvert, on va dire, au subtil, peut-être en suivant un peu aussi cette histoire de l'eau, mais
Mhm. Comment petit à petit, un sceptique comme toi, archi-rationnel, en est venu en quelques années à être sur un podcast et à parler de la mémoire de l'eau et de la vibration de l'eau? Ouais, ouais. Ou de la spiritualité, parce qu'en vrai, c'est ça dont on parle. Oui. Spiritualité, ça fait un peu ouh, ça peut faire peur aux gens, voire même le mot-clé ésotérisme. Oui. Alors qu'en fait, pour moi, c'est la compréhension des énergies, c'est-à-dire de ce que nous ne voyons pas. Et c'est pas grave de ne pas comprendre ce qu'on ne voit pas, on peut le mesurer, hein, mais parfois on ne peut pas le mesurer. C'est-à-dire que le biais cognitif que nous avons tous en tant que sceptiques, c'est que nous nous fions en fait à nos sens. Donc si je prends la vue, nous voyons 0,35% du spectre électromagnétique, donc moins d'1%. C'est rien du tout. Donc c'est une réalité. Pour autant, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas quelque chose que je ne vois pas qui est à côté de moi? Certains vont dire une forme de pensée, une entité, une énergie, blablabla. Je ne peux pas le voir, de fait, puisque je ne vois rien quasiment, d'accord? Donc c'est incroyable d'ailleurs de se dire que je vois super bien, etc., au loin, de près, mais en fait, en réalité, je ne vois rien si on prend Le spectre. le spectre qui est physiquement Oui. la norme, en tout cas, dans la science actuelle. Donc ça, c'est une réalité, et puis ça va aussi de la même manière pour nos autres sens. Donc il y a des gens qui ont des facultés extrasensorielles. Et même des animaux qui entendent des ondes que nous, on n'entend pas. Par exemple, les ils font des ultrasons, sonars, pourquoi les pigeons se retrouvent, le pôle magnétique et compagnie. Il y a des habilités que nous avons inhibées de par notre éducation ou notre expérience et âge. Je pense que les enfants sont plus sensibles à ça. Mais bon, pour en revenir à ta question, moi, c'est arrivé il y a à peu près 10 ans. C'était à la naissance de mon fils. 35 ans, ça a été un... Ouais, c'est ça. Il s'est passé plusieurs choses parce que ma femme est devenue médium. Comment ça? Est devenue médium. Alors, c'est une psychologue clinicienne à la base, donc probablement plus sceptique que moi là, aussi. Donc jusqu'à vos 35 ans, enfin jusqu'à il y a 10 ans, vous étiez entrepreneur, psychologue clinicien. Moi, j'aime bien dire la science, c'est une religion comme une autre. Vous étiez... Un dogme. Voilà, c'est ça. Ah non, on était vraiment dedans à 100%. Tu meurs, t'éteins la lumière, c'est fini, bye bye. Et puis tu limites quand tu entends quelqu'un qui dit d'autres trucs, tu souris en disant... en fait, j'aurais souri à ce que je vais probablement dire maintenant. Ok, bon. Donc on pardonne ceux qui sourient. Voilà, c'est ça. Non, on était comme vous. Exactement, à 100%. Et je pense que ça s'explique et ça se respecte. Mais c'est vrai que chacun a son chemin de compréhension. Je pense qu'il faut rester ouvert et expérimenter et étudier aussi, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis et puis de vulgarisation qui font qu'on ne va pas au fond du sujet. Okay. Mais donc toi, ta femme, du jour au lendemain, ça veut dire quoi, elle devient médium? Alors, moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. D'accord. Donc, je me suis construit avec une mère aimante. Et à la naissance de mon fils, ma femme, le lendemain de l'accouchement, ressent une main se poser sur son épaule, se tourne et voit mon père, qu'elle n'a bien évidemment jamais vu. Mais elle le voit comme... Elle le voit comme... je ne saurais pas te dire, je ne suis pas à sa place, mais elle le voit en semi-transparence, mais de manière très, très, très claire. Les traits de est-ce qu'elle avait déjà vu sa photo, j'imagine? Ouais, vite fait. Probablement. Mais vite fait, quoi. Mais c'est pas, genre, il n'y a pas un grand cadre de ton père au milieu de votre salon. Forcément, on avait tourné 2-3 albums photos, mais franchement, c'est à la marge. Hein. Oui. Par contre, elle l'entend, elle le sent et elle le voit. D'accord. Et il lui dit merci. Oh, j'ai des frissons quand je t'entends. Oh là là, c'est... Il dit merci, je pense, parce que mon fils s'appelle comme mon père. D'accord. Et alors, je sais pas si c'est ça, en tout cas, elle me dit ça. Moi, je sais pas que je rigole, mais je lui dis, écoute, t'es bien gentil, mais... tu viens d'accoucher, les hormones, tout ça, tu dois te reposer, je pense. Et donc, le temps passe. Mais elle, donc, avant qu'il lui arrive ça, elle est aussi sceptique que toi. Et en fait, la scène lui semble tellement claire que sur le moment, elle met pas... Elle se demande si elle est folle. Non, mais même elle-même, elle se dit pas qu'elle est folle. Elle se dit, elle l'a vu. Elle est dans le doute parce que, en fait, je pense que elle se dit avoir vraiment vu quelque chose en étant pleinement éveillée et consciente. Mais tu as toujours le doute. Un peu comme, je sais pas, tu passes au feu vert, tu es arrêté par les policiers, tu te dis, attends, est-ce que c'était vraiment orange, rouge ou vert? Non, tu sais que tu es passé au vert, mais tu as un doute, tu vois.
Mais comme elle peut pas s'empêcher, je pense, de faire le tableau clinique en tant que, tu vois, Elle se dit, clinicienne, elle se dit, Ouais. bah attends, est-ce que j'ai eu une hallucination? Je pète C'est un plomb, possible? quoi. Voilà, la fatigue, ça existe, tu vois. Mm. Et donc, moi, je réfute, je suis dans le déni de toute manière totale pendant quelques années, donc 2, 3, 4 ans, ça a duré cette histoire. Parce qu'elle l'a revu? Alors après, elle a commencé à le revoir. Donc là, il a commencé à insister. Il s'est manifesté dans son sommeil. Ok. Vraiment concrètement, il la réveille à 4h du matin, on était à Londres à l'époque, et puis il lui dit réveille-toi. C'est ton père toujours? C'est mon père. Ouais. Réveille-toi, je vais te donner la preuve du contact, il lui dit. Il faut que Serge sache qu'on peut être en contact. Et ton père s'était jamais manifesté auprès de toi? Enfin, il est mort quand tu avais 5 ans, donc... Jamais. Jamais. Okay. Jamais. Je sais qu'il était très spirituel, il pratiquait beaucoup la méditation profonde, il était sorti de son corps, des choses comme ça. Mais là, il lui dit ça, et il intervient dans ses rêves, mais elle rêve pas. Elle se réveille, et ensuite, elle canalise, et elle note sur un bout de papier. Donc, on pourrait dire, c'est la vue de l'esprit, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais en bon sceptique, on va dire, non, mais attends, c'est bon. Elle a rêvé, c'est pas du tout... Ouais. Mais elle dirait pas qu'elle rêverait. Elle a dit qu'elle a été interrompue pendant son sommeil, et qu'ensuite, elle est connectée, et qu'elle va noter à 4h du matin. Okay. Donc, elle note tout ce qu'il a à lui dire, et puis... il lui donne des informations, etc. Machin. Et puis, il y a cette phrase, donc ça, c'était vraiment après plusieurs années, il lui dit, en anglais, parce qu'il était britannique, light blue coffin, donc bleu ciel, cercueil. Cercueil, bleu ciel. Voilà, c'est un truc qui ne veut rien dire. Ton père parlait anglais aussi? Non. Oui, lui, il était britannique. Ah, d'accord, il était britannique, ton père, ok. Donc, c'est normal qu'il lui parle anglais, entre guillemets. Oui. C'est pas parce que vous viviez à Londres. Non, c'est ça, exactement. Okay. C'était le premier journaliste noir à passer à la télé en Angleterre. Ah, d'accord, ok. Ouais. Okay. Et donc ça veut rien dire. Light blue coffin, enfin le bleu ciel dans le cercueil, c'est pour elle, pour moi, ça veut rien dire. Ça. Jusqu'à ce que ma mère vienne à la maison. Et on lui dit, voilà, on ne sait pas comment te dire, maman, enfin, Laetitia, enfin ma femme parle avec papa, il lui dit ça, il lui dit bleu ciel, cercueil, ça veut dire un truc pour toi ou pas? Donc toi, tu commences quand même à douter là, parce que le message revient. Et moi, je veux des preuves. En point d'en parler à ta mère, donc t'es pas du tout dans un mode, là, t'es plus dans un mode de n'importe quoi. Moi, je veux comme débunk le truc. Ouais. Je veux savoir, oui ou non, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête tout ce cirque, entre guillemets, tu vois. D'accord. Je suis ouvert, je veux pas... T'es ouvert quand même à ce moment-là. Oui, parce que ça fait 3 ans qu'elle te dit. Je suis dans l'investigation. D'accord. Je suis... Les experts. Qui a raison, entre guillemets. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, oui, je suis ouvert. Et ma mère dit, ah bah bien sûr. Avant de mourir d'une leucémie, il a exigé que je l'embaume dans une robe traditionnelle africaine bleu ciel, dans son cercueil. Ouais. Toi, tu le savais pas? Ah bah non. Toi, tu te souviens même pas, j'imagine. Ah bah non, de finir avec ton père, t'avais 5 ans. D'ailleurs, j'ai même pas été, en fait, notamment. Petit, quoi. Je voulais me préserver de ça, donc bref. Ouais. Et là, je fais wow, ok, d'accord. Donc là, on est sur un niveau assez pointu d'information qui est de l'ordre de l'intime, qui peut pas vraiment être inventé, parce qu'il y a quand même cercueil, bleu ciel. Certes, ça a des mots-clés, pas des phrases hyper complexes, enfin hyper sophistiquées, etc., et longues. Mais ensuite, il revient et il donne de nouvelles informations, des trucs mais vraiment incroyables qu'elle pouvait pas savoir de nouveau, l'origine de notre famille, etc., que ma mère ne savait pas, donc j'ai demandé en fait par des cousins de cousins qui connaissaient mieux la généalogie et qui ont fait des forwards en fait de WhatsApp, et c'était la transcription exacte de ce qu'elle m'avait dit, Et là j'ai fait wow, c'est un truc de fou. Il s'est aussi manifesté dans ses rêves pour lui dire Google mon nom, parce qu'il y avait eu un hommage à lui de l'antenne BBC de la région, en son hommage en fait, parce que ça avait été un pionnier. Édimbourg. D'accord, ok. L'antenne de BBC de cette région-là avait rendu hommage à mon père et avait fait pour la première fois un hommage documenté où ils avaient retiré des archives et ils avaient fait un melting pot en fait de toutes ces interventions. Il avait interviewé Martin Luther King parce que c'était la cause des Noirs à l'époque, etc. Mohamed Ali. Et on le voyait, et donc j'avais le son et l'image. Et il a réveillé ma femme pour lui dire il faut que tu googles et que tu vois ça. Alors toi, t'avais jamais vu cet hommage, tu savais pas qu'il existait. Jamais. Mais non, ça venait de sortir. Et ça venait de sortir en fait. Ça venait de sortir quelques mois avant. Et je sais pas si ma femme avait comme pressenti le truc. Elle googlait souvent Clyde Allen.
Mais elle trouvait rien. Et elle trouvait rien. Ouais. Et quelques mois plus tard, il la réveille et il lui dit maintenant, va voir, Google mon nom, Google. Ouais, donc en plus, il est. Donc ouais, il est à la pointe de la technologie, tu vois. Il vit avec son temps, je sais pas s'il vit, mais en tout cas, il y a un truc, quoi. Ouais. Et donc là, bon, ça, moi, personnellement, quand on m'a dit ça, Google, machin, j'ai fait, non, ça, c'est une coïncidence. J'étais vraiment très hermétique. Vraiment, je viens de très, très, très loin. Ouais. Oui, la réponse souvent des sceptiques, c'est une coïncidence. Ah, bien sûr. Oui. Parce que c'est magique. C'est le hasard. Attends, mais va faire l'équation du hasard à un moment donné, tu vois. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est là où, à un moment donné, j'ai fait, OK, je sais pas trop comment ça marche, je pense qu'il y a un truc que je ne peux pas maîtriser, je ne sais pas comment ça marche, mais j'entends, j'accepte et je m'inscris dedans. Ensuite, on est parti au Portugal, et là, il y a eu un événement majeur dans ma vie, je pense. C'est que on vivait en plein milieu d'un parc naturel, il n'y avait personne, pas de voisins. Et un jour, il y a eu 3 phénomènes dans la maison. Il y a eu, tous les soirs, le jardin s'allumait donc de lumière, mais il y avait à un moment donné précis dans la soirée, il y avait une danse de lumière. Ça clignotait, ça faisait une sorte de ballet pendant je ne sais pas combien de minutes, et ça s'arrêtait. Oui, c'est peut-être le système des jeux, et je fais la sceptique aussi, du Bien coup, sûr. mais système de lumière de la maison qui a un truc qui veut. Ouais, un problème conducteur, Oui. enfin de circuit électrique, et je me suis dit ça, etc., bien sûr. Je me suis dit ça, c'était bon, ok. Mais la lumière du plafond ne s'éteignait plus. Donc, tu éteins, oui. tu as une sorte de rémanescence de la lumière, alors que ça ne faisait pas du tout ça. Donc, je regarde le fusible qui éteint la lumière, j'éteins le fusible, la lumière continue. D'accord. Parce qu'en fait, ça s'éteignait vraiment, mais ça avait cette rémanescence impossible de dormir, parce que c'était trop. Donc, pendant 2 semaines, il y avait un legging noir qui occultait en fait la lumière rémanescente. Et vous n'avez pas appelé un électricien pour voir ce qui se passe ? Non, parce que je me suis dit... Non, je me suis pas dit ça, je me suis dit, c'est un bug, ça va partir, ça va se résorber. Mais, à partir de 2h du matin, l'interphone sonnait. Non, arrête, ça me fait flipper, là. Donc, il sonnait, donc là, j'étais comme, c'est quoi ce truc-là ? Donc, je me lève, machin, dans le gaz, je sors, je regarde, il y a des caméras, je vois rien sur la caméra, je vais dehors, j'ouvre le machin. Et c'est vraiment dans la nature, il n'y a personne. Le voisin, tu vois à peine, à droite, à gauche. C'est des petits chemins, tu sais. Et vous habitiez là-bas ? Ouais. Okay, d'accord. Je me recouche. 2 heures plus tard, boum, ça ressonne, 4h du matin. Donc là, je suis un peu plus tendu, je vais courir en mode... Il y a quelqu'un qui combat, quoi. Ouais. Et là, je vois rien. Le lendemain, même chose. Je sors à fond, etc. Sur le lendemain, plusieurs fois dans la nuit. Et à un moment donné, ça le fait à 22h, mais j'étais éveillé. Et j'étais à côté de la porte. J'ai couru, mais vraiment en me disant, je sais pas, c'est des gens, c'est et c'est des voisins qui veulent s'amuser, mais là, ça fait quand même un peu trop, parce que ça fait quand même pas mal de nuit. Ouais. Puis ça te coupe dans ton sommeil, etc. Là, je vais lui expliquer, il faut arrêter là. Ouais. Et en fait, j'étais tellement proche du truc, j'ai rien vu, parce que ça faisait déjà des fois que je voyais rien sur la caméra, tu vois. Ouais. Et là, j'ai fait, waouh, ok. Donc en fait, c'est pas un homme ou une femme ou un jeune qui fait ça. Ça peut pas être ça, parce que là, je sais, je suis là, tu vois. Je suis parti à me recoucher. Ça sonnait à 2h du mat. Et j'ai fait, non, c'est bon. J'ai compris, c'est plus la peine. Je sais que c'est pas humain, si je puis dire. C'est autre chose, je sais pas, mais j'accepte. Laissez-moi, il n'y a pas de souci. Tu te dis pas à ce moment-là que c'est juste les circuits électriques, je sais pas, j'essaie de trouver une explication. Qui sonne, au début, bien sûr, je me suis dit ça. Mais au bout d'un moment, tu t'es dit, mais là, il y a autre chose. Et ça s'est arrêté. Au moment où tu t'es dit, c'est bon. Donc c'est comme si en fait on t'envoyait un message et à partir du moment où tu as reçu, tu as accepté le message. À partir du moment où j'ai dit, ok, j'ai compris, merci. C'est pas un humain. Parce que j'ai vu à 22h, j'étais à côté, j'ai couru comme un fou, j'ai vu personne, j'ai fait, waouh. J'ai eu une information, si tu veux. Enfin, j'ai réalisé. Et là, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté net, et le bal. Des lumières, le plafonnier, machin, rémanescence. C'est juste vraiment coucou. Accusé de réception. Là, il faut vraiment que tu t'ouvres. Il faut arrêter. Ok, là. Et ma femme, bien évidemment, en parallèle, a commencé à développer ses habilités de médium. Et elle le vivait comment ? Parce que elle aussi, j'imagine qu'elle n'avait pas choisi que ça lui arrive, et elle le vivait plutôt bien, ou au début, elle a vachement résisté ? Non, en fait, elle subissait. C'est-à-dire qu'en fait, je donne un autre exemple. On avait une dame qui s'occupait à la maison de nous occuper, de la maison. Ouais. Et un jour, dans la cuisine, pendant qu'elle donnait à manger à notre enfant, elle voit un homme
mais vraiment un homme dans la cuisine arrivé. Donc, je vais te dire, hein, comment il apparaît, je ne peux pas te dire précisément, mais c'est vraiment, il est debout dans la cuisine. Tu vois que c'est pas un humain, enfin, tu vois que c'est pas C'est une espèce de... Il est défunt, tu vois qu'il est défunt, un Ouais. peu comme dans les films, tu vois. Ouais. Habillé, jean, pas gominé, mais presque, la grisonnante, les lunettes, chemise à carreaux verte, bleue, tu vois. Précis, hein. Oui, donc elle voit des trucs très précis. Très précis, Ouais, et qui montre du doigt la dame de ménage. Ok. Genre, je veux lui parler. Ok. Et donc là, elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, vas-y, laisse-moi tranquille, je suis en train de donner à manger, etc. Donc elle comprend que c'est pour la dame. Elle ne sait pas comment lui dire pour pas être prise pour une folle. Puis à un moment donné, elle parle. Le lendemain, je crois, le lendemain ou sur le lendemain, elle reparle avec elle en mode, elle comprend qu'elle était brésilienne, donc elle comprend qu'ils sont vachement ouverts sur la spiritualité. Et donc c'est évident pour eux de parler de ça. C'est plutôt un problème occidental. Plus de la moitié de la planète est spirituelle pour moi, mais et là elle commence à déballer le truc en mode, ah oui, d'accord, ok, je vais pas être prise pour une folle. Et donc elle lui dit, voilà, j'ai vu un mec, j'ai vu quelqu'un, machin, ça, etc. Donc ça lui parle pas du tout. Ouais. Elle dit, je comprends pas, non, c'est pas, ça me parle pas. Et puis elle prend sa pause, et puis elle revient, puis elle dit, si, c'est mon père biologique. J'ai rompu contact avec lui à 14 ans, c'est fini, machin, etc. Mais j'ai appris qu'il avait un cancer l'an dernier, et donc en fait, et donc ma femme, sceptique aussi, c'est important de le préciser, elle veut une validation. Parce qu'elle-même, elle veut être sûre si c'est pas un hologramme, tu vois, un truc débile qu'elle voit en mode elle est folle. Et donc elle lui montre son Facebook, et c'était le portrait robot de ce qu'elle m'avait dit. Ah là 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 là. Et ensuite, elle s'est ouverte, elle a été entraînée dans un collège en Angleterre, qui est aussi aux États-Unis, qui entraîne les spiritualistes, ils appellent ça. Donc c'est vraiment des machines, quoi. Si tu leur apprends à canaliser, tu as des exercices très concrets où tu canalises, on te met quelqu'un derrière toi, tu sais pas qui c'est, tu dois ressentir l'énergie et dire il a un problème au poumon, au genou gauche, et ensuite un débrief toutes les 15 minutes. Ça, quoi. Et surtout à ouvrir et fermer le canal. Ouais, parce que sinon, la vie est compliquée. Oui, parce que tu te fais déranger la nuit, etc. Et maintenant, des centaines et des centaines, elle fait beaucoup d'entrepreneurs aussi. Parce qu'en fait, la puissance en fait, du message du défunt, parce qu'en fait, pour expliquer ce que c'est médium, c'est quelqu'un qui va canaliser, donc il va rentrer dans un champ vibratoire, on peut définir ça comme ça, d'informations qui vibrent, mais que nous, on n'a pas forcément compris encore, parce qu'on est un petit peu hijacké par nos sens, notamment par la vue, qui est très limitée, comme on l'a dit. Et elle va vibrer à un taux qui va rentrer dans un champ d'information où les défunts, par ailleurs, aussi descendent, changent un peu leur énergie et vont rentrer en communication. Donc elle n'est que le messager. Et d'ailleurs, ce qu'elle dit, c'est qu'elle met son mental de côté. Elle a besoin de faire page blanche pour ne pas processer l'information et être juste le messager. Oui. Pas interpréter, parce que sinon pas interpréter. Très important, en effet. Notamment si elle vit des choses qui sont en résonance avec ce qu'on lui transmet, ça peut la toucher. Ça la touche souvent. Qu'elle apprenne à... Exactement. Mais tu peux avoir une décharge et un ressenti, comme des frissons, des choses qui sont un peu sensorielles dans ton corps, et avoir en même temps une partie de ton cerveau qui est de côté, même s'il ne peut pas s'empêcher à un moment donné. Donc il y a un effort qui n'est pas évident, en fait, de dissociation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais d'effort de découplement. Et la puissance, en fait, d'un tiers de confiance, dès lors que tu as validé que c'est bien ta grand-mère, ton oncle, ton chien, ta brebis, je sais pas quoi, forcément plus facile avec des humains, mais ça se discute, tu sais à ce moment-là que c'est pour toi, même parce qu'elle a reçu énormément de sceptiques. Donc c'est pas forcément pour de la curiosité, c'est pour du soin. D'accord. Mais justement, j'allais te poser cette question, et aussi pour parler de toi, parce que au début, ça a commencé par ton père qui se manifeste beaucoup, ton père que tu n'as pas connu tant que ça, et voilà. À quoi ça sert ? Même, admettons que les défunts, d'une manière ou d'une autre, en tout cas qu'il y a une information, on va dire, vibratoire qui reste, admettons qu'ils nous parlent, qu'ils nous passent des messages. Ouais. À quoi ça nous sert ? Est-ce qu'on a besoin ? Parce que moi, ce qui m'inquiète aussi quand j'entends tout ça, alors évidemment, moi, quand j'ai ce type d'entretien, notamment sur le podcast, j'augmente à fond mon volume de scepticisme. Je suis beaucoup moins sceptique, mais là, je joue ce jeu, évidemment, sinon c'est pas rigolo. La peur aussi, c'est que certaines personnes qui ont du mal à faire leur deuil, d'un parent, d'un proche, etc., quelque part, ils vont plonger dans cette communication en mode... et ça va pas les aider, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, ok, est-ce qu'on pourrait pas se dire, laissez les morts tranquilles, Est-ce qu'on a besoin de parler avec nos morts, en fait C'est intéressant.
Alors, parce que Mm. ma femme se refuse à prendre des gens qui n'ont pas fait leur deuil. Donc en fait, quand tu es dans l'urgence, ça marche pas. Enfin, Ouais. Donc, par exemple, à la règles, moi, j'avais reçu quelqu'un qui m'avait dit qu'elle, pas l'année après un décès, par exemple, mais j'imagine que ta femme, elle a ses règles à elle qui font qu'elle prend pas des gens qui sont encore en process. Oui, idéalement, pas, ça c'est sûr, pas dans les 2 semaines qui suivent. Ouais. Idéalement, un mois après peut-être, ça dépend des gens. Oui. Un deuil, ça peut être plus ou moins difficile, ça dépend qui t'a perdu, etc. Ouais. Naturellement. Mais ça dépend de chaque personne, Et quel donc, que elle a soit. son prisme quand elle parle à quelqu'un, elle se dit Voilà. non, lui, il n'est pas prêt, quoi. Bah, en fait, c'est ça, elle fait une Mm. sorte de pré-interview, Mm. vraiment simple, Mm. pour savoir si c'est le bon moment. Parce que Mm. le deuil est un processus essentiel à la libération de cristallisation de peine, de Tout à trauma fait. et D'acceptation des choses. d'acceptation. Parce qu'il ne faut pas non plus se dire, imaginons même encore une fois qu'on admette qu'on peut communiquer avec eux, ils sont plus vivants. Donc le deuil, c'est juste, moi j'aime bien dire faire le deuil, c'est pas, ça y est, je m'en fiche que mon père ou ma mère soit mort. Ça, la douleur, elle sera toujours là. Mais pour moi, c'est réinstaller le défunt dans une nouvelle identité qui est, il est mort. Typiquement, par exemple, moi je fais très attention à beaucoup parler à mes enfants de leur grand-mère, de ma mère qui est décédée en 2014. Parce que pour moi, elle n'est plus vivante comme toi et moi, mais elle fait partie de notre vie. C'est leur grand-mère. Donc, mamie, elle aurait adoré ça. Et pourquoi? Et donc, pour moi, c'est juste, en fait, faire le deuil, c'est la réinstaller dans une identité qui est différente, qui est... Il y a plein de points communs, mais il y a aussi ce truc, elle n'est plus là, en fait. Donc, ça change... J'aime bien ce sujet parce que là, c'est comme si tu installais une mémoire et que les médiums ont cette possibilité de rendre une partie de cette mémoire vivante, mais autrement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas par le prisme du corps et du véhicule corporel, qui est la réalité de notre expérience terrestre, mais c'est une vie comme une autre. Enfin, c'est une façon d'exister comme une autre. Et en fait, je pense que l'éveil de la compréhension spirituelle, c'est-à-dire d'accepter, à un moment donné, chacun voit midi à sa porte, qu'il y a une vie après la mort, si je puis dire, d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, si mon père arrive à me parler via c'est qu'au niveau l'énergie, c'est que son corps, c'est une chose, mais son identité énergétique ou sa personnalité spirituelle, etc., qui existe toujours, puisqu'il arrive à transmettre des faits, la véracité des propos, de l'intime. Et, tu vois, si tu fais l'équation mathématique, c'est ce que je te disais, de cette improbabilité successive, je veux dire, rend la chose possible. De fait, mais tu sais pas comment ça marche. Et c'est deux choses différentes. Donc, je trouve que les médiums peuvent justement être une hotline d'une mémoire passée, mais qui en réalité, si elles souhaitent venir pour un soin, parce que l'information qu'ils transmettent, parce qu'ils savent tout en fait, l'information qu'ils transmettent, c'est pour amener à soit de la guérison, soit un chemin de vie qu'on a un peu perdu parce qu'on s'est perdu, et c'est normal, on a des aléas, etc., comme tout le monde, et que peut-être, pour revenir à des choses beaucoup plus fondamentales qui ont toujours existé dans toutes les civilisations, en fait, on a peut-être une incarnation, un chemin de vie, et on se remet sur le chemin. Ok, donc ça peut... En fait, ce que tu es en train de me dire différemment, c'est que nos morts peuvent devenir un peu des sortes de guides. Est-ce que tu... Ouais. Le temps d'une session, bien sûr. De temps en temps, voilà, c'est tiens, en fait, tu sais que, en fait, et on peut dire des guides de l'âme, en fait, ton âme, elle voulait aller à gauche, hein, mais toi, ça fait 10 ans que tu vas à droite parce que... Exactement. T'as oublié. Et donc, peut-être qu'il vient, il te dit juste, retourne à gauche. Je fais ça en faisant la droite. Alors, la gauche et ma droite, c'est... Mais est-ce que... Donc, si on revient à ton expérience personnelle, est-ce que tu dirais que ton père... Il est venu en termes de soins, te dire attends. Trop mental. Ok. Il m'a dit il faut que tu t'élèves, en gros spirituellement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis très mental, très intellect, très dans la matière. Enfin, j'étais très dans la matière. Je pense que sans aucun doute, ça a éveillé une vision de la vie plus holistique. Et c'est pour ça que j'ai tenu à rentrer dans une sorte de matrice que tu décrivais, qui n'a pas que le côté matérialiste, qui est très tangible et rationnel et rassurant pour beaucoup de gens comme nous, sceptiques. Ouais, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. C'est une très belle porte d'entrée, qui a vraiment sa raison d'être. Hein, je veux dire. Pour moi, je les oppose pas. Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est un triptyque. Pour moi, c'est vraiment le corps, l'esprit, le mental et l'esprit. D'ailleurs, j'invite beaucoup de gens à regarder The Law of One,
qui est une de mes littératures préférées, parce qu'en fait, c'est une expérience scientifique dans les années 80 d'un ancien pilote de l'US Air Force qui voyait beaucoup d'ovnis. Il s'est dit, il y a un truc quand même qui cloche, et donc il y a peut-être matière avec une médium de canaliser, d'échanger en fait avec peut-être d'autres entités, d'autres formes énergétiques. Et pendant 5 ans, ils posent des questions, ils ont des réponses d'un collectif qui s'appelle le RA, et qui explique en fait plein de choses comme ça. Et donc souvent, je fais des parallèles avec The Law of One parce que c'est extrêmement riche. Il y a 5 Est-ce qu'on tomes. peut trouver de Law of One? Lawofone.info. Ok. C'est quoi? C'est des documentaires? C'est vraiment un repository catégorisé, parce que c'est une approche scientifique à la base. Donc tu peux attaquer la catégorie sexualité, astrologie, pyramide, l'histoire, Jésus. Enfin, pendant 5 ans, ils ont parlé. C'est complètement dingue. Ok. Donc quand tu prends ça, tu dis, est-ce que c'est pas un peu farfelu? Mais quand tu rentres dans la matière, dans le contenu, c'est assez riche. On va mettre ça dans les notes de l'épisode, du coup, si les gens, pour cet été, Law of One, ouais. si vous vous ennuyez cet été. Et t'as les audios. Ok. T'as les audios parce que c'est une médium qui transcommunique. Donc elle, son corps, et en fait c'est l'énergie, l'entité qui vient et qui parle à sa place. C'est un truc de fou. Ok. On se l'est dit, hein, on pourrait parler pendant 5 heures. Et là, je le savais déjà un peu avant qu'on commence, mais là j'en suis sûre. Je vais te réinviter sur le podcast. Hein. Ouais, c'est gentil, c'est merci. Non, mais c'est pas gentil, c'est juste là, je pense qu'on a à peine effleuré plein de choses. Il y a donc, beaucoup vraiment, de sujets, ouais. Mais là, quand même, du coup, pour ce premier épisode, on va essayer de conclure, parce que je vois l'heure qui tourne. Et voilà. Si on essaie de faire un peu une synthèse, t'étais sur ton track de vie, dans ton mental, successful entrepreneur, hyper rationnel, etc. Tu posais pas trop de questions. Au même moment dans ta vie, une période de vie qui t'amène à t'intéresser beaucoup plus à la longévité, en tout cas à ta santé, à prendre soin de ce véhicule qui est ton corps. Et en parallèle, tu es amené par d'autres biais, merci papa, à t'ouvrir spirituellement. Aujourd'hui, c'est quoi un peu ta... en fait, ça me touche beaucoup, parce que je me dis... Moi, je sais pas pourquoi, intuitivement, j'ai voulu, cette année, pour le podcast 100 milliards, je me suis dit, tiens, je vais rajouter le mot spirituel. Avant, c'était que coaching, neurosciences. Sinon, c'est développement personnel et spirituel, en fait, le podcast. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu que les 3 thèmes que j'ai développés sur plusieurs épisodes, 3 séries, en tout cas. Il y a santé mentale qui est tout le temps là, parce que voilà. Mais il y avait longévité, il y a longévité. À la base, on s'était dit que notre épisode, c'était ça. Ouais. Et il y a transmission et il y a mort. Et voilà. Et en fait, tu vois, je sais pas pourquoi, parce qu'on pourrait dire ça n'a rien à voir, la longévité, la mort, la transmission. Mais en fait, quand j'ai ce genre de conversation, je me rends compte qu'il y a une énorme cohérence c'est très cohérent. que j'avais pas vue au début, mais qui me saute aux yeux. Et du coup, là, ce dont je me rends compte, c'est que notre épisode, il fait le lien entre longévité et spiritualité. Comme j'ai fait un épisode il y a quelques semaines avec Angelo Follet, où on a fait le lien entre développement personnel et développement spirituel. Et donc, du coup, si tu pouvais, toi, me dire un peu ta leçon de vie, donc dans ces 2 moments majeurs qui sont arrivés un peu en même temps et qui t'ont complètement... qui ont guidé tes 10 années qui ont suivi dans ce que tu fais, dans ce que tu transmets, dans ce que tu vis, quoi, finalement. Ouais. Quelle est la leçon de vie En fait, je pense que la spiritualité, c'est-à-dire pour moi la science, si on peut appeler ça une science, des énergies, ou de l'invisible, des vibrations en fait. Je précise d'ailleurs que mon père a dit que ça marchait par les vibrations. Donc c'est un mot-clé très important qui transmute en fait l'information. Je pense que tout est énergie. La matière, c'est de l'énergie. Donc en fait, il ne faut pas sous-estimer la nature de la vibration, sa qualité, en un problème potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, une mauvaise vibration, qui n'est pas harmonieuse, qui n'est pas belle, ou qui est distordue, va pouvoir créer des troubles dans la matière, dans une forme de... Certains vont dire que c'est la somatique, par exemple, tu vois, dans le truc un peu plus traditionnel, psychologique. Mais pour moi, c'est énergétique. Enfin, il y a un pont à absolument pas négliger. Donc forcément, tu vas pouvoir tomber, te casser un truc. Bon, voilà, tu t'es cassé. Mais parfois, le mal a dit, en fait. C'est ça, la maladie. Le mal exprime quelque chose qui est peut-être
pas seulement mécanique, mais qui est plus profond, c'est-à-dire subtil et énergétique. Et donc, il ne faut pas, je pense, sous-estimer la cristallisation d'un trauma, d'une émotion, donc d'une énergie, parce qu'à un moment donné, il y a eu une vibration, une signature qui caractérisait ce trauma, par exemple, qui vient se cristalliser dans notre matière de tissu, de muscles, de fascia, qui garde, en fait, par l'eau notamment, la mémoire de ce trauma. Et donc, il y a un lien étroit pour moi avec la longévité, puisqu'en fait, si on ne se libère pas de ces émotions, certaines d'entre elles, et de ces traumas ou de ces violences vibratoires ou non harmonieuses, alors viendra, tôt ou tard, un peu comme quand on accumule des toxines, en fait, une nécessité de les libérer ou de se nettoyer. Pour moi, c'est étroitement lié. C'est pour ça que dans beaucoup de civilisations, c'est un triptyque. Dans The Law of One, on parle vraiment de Mind, Body, Spirit Complex. Ça marche ensemble. Et parfois, tu vas trop surdimensionner le poids du mental, qui va inhiber l'esprit, alors qu'il devrait y avoir un équilibre. Et en fait, on est dans une surstimulation qui hijack un petit peu la présence et la surprésence en fait du mental. C'est vertigineux. On se refait ça la prochaine fois. Mais, carrément. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, donc nous, on va mettre dans les notes de l'épisode le fameux document que tu m'as envoyé. On va parler de Law of One, une référence que tu nous donnes. Mais si les gens veulent un peu plus en savoir sur toi, sur ce que tu fais, on en a parlé, toi aussi, tu accompagnes des entrepreneurs sur tous ces sujets-là. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Ils m'envoient un mail à serge@allen, a2leyne.me. Ok. Bon, je vais le retrouver dans nos échanges de mails pour être sûr de mettre la bonne info dans les notes. Et puis sinon... LinkedIn, Instagram, LinkedIn, bien sûr. LinkedIn, ils peuvent. Mais je suis pas trop... Ah bah non. Je suis pas dans l'hypersollicitation, donc même le LinkedIn, j'ai pas de notification, donc j'y vais de temps en temps par acquis de conscience. Donc si tu mets 1000 ans à répondre, ne vous inquiétez pas. Les emails, c'est fiable. C'est le plus efficace. Bon, on va mettre ton adresse mail si tu es d'accord. C'est gentil. Bon, je te souhaite un très bel été. À toi aussi, merci Monia. Merci Merci de l'accueil.